Finalement, je vais laisser la parole maintenant à Marc Journeau, qui est donc l'un des quatre co-titulaires du réseau, donc co-titulaire de l'axe 2 du réseau de recherche en économie circulaire du Québec, qui va nous présenter nos conférenciers du jour. Et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci Raphaël, bonjour tout le monde, content d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, on a le plaisir d'accueillir Yves Deronger et Oriol Izquierdo-Montfort aujourd'hui à ce séminaire, dernier effectivement de notre saison avant l'été. Donc Yves est professeur titulaire à l'école de gestion de l'UCL, donc c'est l'Université catholique de Louvain. Donc il dirige la chaire quadrième de l'économie en économie circulaire et régénératrice, je m'excuse. Et Oriol est doctorant, donc en sciences économiques et de gestion à l'UCL également, où il étudie les mécanismes et les implications des modèles d'affaires circulaires. Donc, ils vont nous présenter aujourd'hui les travaux de leur chaire, donc où ils s'intéressent à l'intégration de l'économie circulaire dans la stratégie de développement durable des entreprises et à l'impact des modèles d'affaires, donc sur des modèles d'affaires circulaires sur la valeur des entreprises. Donc, un grand merci à Oriol et à Yves de votre présence aujourd'hui. Puis, on aura, comme à l'habitude, dans tous nos séminaires, une période de questions là, qui suivra. Donc, ne pas hésiter là, à lever la main et on va pouvoir approfondir certains points si vous souhaitez, là, bien sûr, à la fin de la présentation. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent webinaire. Puis, je laisse maintenant la parole à Yves et Oriol. Merci Marc au réseau de nous donner l'occasion de présenter nos travaux. Je vais attendre que peut-être oui, voilà. Est-ce que vous voyez les diapositives? Oui, On le on voit voit, très bien. Merci. peut-être le mettre en plein écran si c'est possible. Est-ce que c'est en plein écran là maintenant? C'est parfait. Merci beaucoup. OK. Alors, on va se partager la présentation. Je vais donc peut-être en quelques mots nous situer. Donc, l'UC Louvain est une ancienne université puisqu'on fêtera l'année prochaine son 600e anniversaire. Donc, c'est une des plus anciennes d'Europe. En parallèle à l'histoire du Québec et du Canada, elle s'est séparée en deux en 1968 et donc la partie francophone est venue s'installer dans une ville nouvelle à Louvain-la-Neuve depuis maintenant une cinquantaine d'années. Mais nous recommençons à nouer des contacts avec nos collègues flamands et à travailler ensemble après une période un peu plus difficile. Alors, le plan de l'exposé, je vais très brièvement vous parler de l'Institut de recherche dans lequel nous sommes et de la chaire en économie circulaire et régénérative. Et ensuite, on va présenter trois papiers qui sont en cours de développement, certains étant quasiment, deux étant déjà soumis, les deux autres étant proches de cette étape de soumission. Donc, le LORIM, c'est le Louvain Research in Management and Organization, qui est donc un institut de recherche qui regroupe essentiellement des professeurs, des chercheurs qui s'intéressent aux questions liées au management avec, comme vous pouvez le voir sur l'écran, différents, différents centres d'intérêt. Clairement, de plus en plus, le développement durable devient central dans nos travaux. Et hier, on a appris que l'Université de Louvain a été classée première belge en termes de développement durable, donc ce qui renforce certainement notre volonté de développer cette dimension dans les différents aspects de la gestion et en particulier dans les domaines du marketing, de la stratégie, du contrôle de gestion, de la finance, etc. Je ne vais pas être plus long sur cette présentation. Et en ce qui concerne la chaire, elle a été constituée il y a 3 ans et demi, financée par une boîte d'asset management qui, en fait, leur préoccupation au départ, c'était qu'ils voulaient constituer un fonds d'investissement focalisé sur l'économie circulaire. Et donc, ils étaient intéressés de financer des travaux de recherche dans ce domaine. Et donc, il y a une partie d'intervention dans des enseignements. Donc, bon, nos masters, depuis quelques années, sont maintenant complètement en anglais. Donc, vous voyez les titres des cours Regenerative Economics, New Business Models, qui au départ étaient des cours options et qui sont devenus des cours pour l'ensemble des étudiants de master sous l'appellation soit Resource and Energy Management, soit Green Transition Management. En ce qui concerne la recherche, donc la chaire, à part moi, est constituée d'un postdoctorant qui nous a déjà quittés et de Oriol, et on a différents papiers qui ont été publiés, dont 3 articles qui ont une visée à être publiés
dans des journaux académiques. Et puis, nous avons participé à un certain nombre de conférences et à différents événements liés à l'économie circulaire. Alors, en fait, on va se focaliser sur trois thématiques qui vont être détaillées dans trois papiers. Le premier, c'est au fond quels sont les types de business models ou de modèles d'affaires circulaires qui existent. Il y a différentes classifications dans la littérature. On a essayé d'en faire une revue de la littérature, de présenter peut-être un modèle un peu différent. Puis, la grande question, c'est comment est-ce qu'on passe d'un modèle d'affaires linéaire à un modèle d'affaires circulaire? Et donc, on a examiné différents trajets de transformation de modèle d'économie linéaire en modèle d'économie circulaire, en partant de l'analyse d'études d'un certain nombre de cas proposés par la Ellen MacArthur Foundation. Et le dernier papier essaye d'évaluer l'impact économique sur la valeur de l'entreprise et le coût du capital de ces différents modèle d'affaires circulaires. Alors, je vais céder la parole à Auriol. Donc, Auriol, je crois que c'est sa première fois qu'il fait une présentation en Ouais, français, exactement. puisque sa langue natale est l'espagnol et que pendant longtemps, nous avons communiqué en anglais. Mais il fait l'effort en même temps d'apprendre le français et le turc parce que mon épouse est turque en même temps. Donc, il va pour la première fois. Donc, soyez indulgents et peut-être de temps en temps, il passera à l'anglais s'il ne trouve pas les mots. Mais je crois qu'il s'est bien préparé. Oui, Voilà, oui, exactement. On verra. je te laisse la parole. Merci Yves. Comme Yves vient de raconter, je vous parlerai du premier article qu'on travaille ensemble. Ici, le but, c'est principalement de connaître qu'est-ce que c'est un modèle d'affaires circulaire, quel type de modèle d'affaires circulaire existe. Parce qu'on avoue que vous savez probablement déjà que l'économie circulaire est un sujet qui englobe beaucoup de pratiques, beaucoup de stratégies différentes. Alors, l'entreprise peut implémenter l'économie circulaire de beaucoup de manières différentes. Au même temps, le secteur académique a développé plusieurs méthodes de classification qui nous aident à illustrer la diversité qu'il y a dans ces sujets ici. C'est une littérature qui est tendance, qui est très abondante, mais aussi très fragmentée. On voit qu'il y a une terminologie très variée, qui n'est pas standardisée, et aussi on trouve beaucoup de chevauchements, des incohérences. Et avec cet article ici, on essaye de mettre un petit peu d'ordre dans ces potentiels chaos qu'on a dans ces littératures. Alors, ce qu'on a fait, c'est une revue, mais c'est une revue critique. Ça veut dire que le but de la revue n'est pas de voir exactement toute la littérature qui est liée à un modèle d'affaires circulaire. Ça veut dire que le but, c'est de voir les faiblesses de ces littératures ici, de voir les incohérences et d'essayer d'améliorer ces potentielles faiblesses. Alors, bien sûr qu'on a suivi une méthode systématique et finalement, on a identifié 32 articles qui proposent une classification, une méthode de classification des modèles d'affaires circulaires. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais vous partager seulement quelques parties de résultats qui sont, à notre avis, les plus intéressants et les plus choquants. À niveau descriptif, dit simplement qu'il y a une augmentation du nombre de classifications, ce n'est pas surprenant, et que le continent qui a plus de publications liées à ces sujets, c'est l'Europe, surtout les Pays-Bas et les Royaume-Uni. Alors, à niveau résultats thématiques, je parlerai de trois thématiques différentes. La première, c'est lié à la théorie des classifications. Je ne vais pas faire une explication très théorique, mais la théorie des classifications vient de la science naturelle, mais on peut, et à mon avis, on doit l'utiliser quand on fait des classifications dans les sciences sociales ou les sciences de la gestion. La théorie de la classification dit qu'il y a deux manières différentes de créer, de développer une classification. On peut faire une classification de manière conceptuelle, alors les résultats, c'est une typologie, ou on peut aussi faire une classification de manière empirique. Ça veut dire qu'on regarde la réalité et on essaye d'organiser ce qu'on voit, les objets qu'on voit classifier. Les résultats, c'est une taxonomie. Aussi, il y a différents types et sous-types de typologies et de taxonomies. Quand on a utilisé cette théorie, on a vu que la majorité des classifications qui ont été faites pour les chercheurs académiques, ils sont des typologies. Ça veut dire qu'ils sont faits avec, ils ont été développés de manière conceptuelle, mais qu'il y a aussi, en fait, il y a 8 taxonomies. Il y a seulement une taxonomie qui est numérique. Ça veut dire qu'on n'utilise aucune théorie pour les développer. Ça veut dire qu'on regarde les modèles d'affaires,
on regarde toutes les caractéristiques qu'on peut voir et on demande à l'ordinateur de faire une analyse et de nous dire quels sont les différents types qui existent. Alors, le problème ici vient quand on regarde les mots, les concepts que les chercheurs ont utilisés. Vous pouvez voir ici dans l'image un petit nuage avec tous les mots qu'on utilise. Bien sûr qu'il y a les mots de typologie, mais même si on a identifié 8 taxonomies, les mots taxonomie utilisés seulement une fois. Il y a beaucoup de mots comme categorization, categories, cluster, etc., qui, à niveau théorique, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Alors, il manque la connaissance, on peut dire, de la théorie des classifications sur les classifications qu'on a déjà fait liées au modèle d'affaires circulaire. Ça, c'est la thématique numéro 1. La thématique numéro 2, c'est les termes des modèles d'affaires circulaires que les chercheurs utilisent. On a identifié 241 termes différents. Ils sont les étiquettes que les chercheurs utilisent pour nommer chaque type de modèle d'affaires circulaire. Il y a des termes qui sont très courants, comme réutilisation, mais il y a des autres termes, beaucoup de termes, en fait, qui sont peu courants. Il y a des termes qui sont très spécifiques, comme la substitution par des processus renouvelables et naturels. Tout le monde peut comprendre de quoi il s'agit, mais il y a des autres termes qui sont peu descriptifs, comme les groupes 5, avec une étiquette comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, on a vu aussi deux grandes incohérences avec les termes, les étiquettes qu'on utilise. La première incohérence, c'est que parfois, on utilise les mêmes termes avec de différentes définitions. Les cas les plus typiques, c'est les modèles d'affaires hybrides. Parce qu'on peut utiliser un modèle hybride pour dire que c'est une combinaison de différentes classes de modèles d'affaires circulaires, mais aussi, dans la littérature de l'économie circulaire, modèle hybride, ça veut dire la combinaison de la vente d'un produit durable et des consommables à courte durée de vie. C'est l'exemple classique, c'est Nespresso. Après, on peut discuter s'il est plus ou moins durable, hein? Mais il est l'exemple typique de modèle d'affaires hybride. C'est l'incohérence numéro 1. Et la deuxième, c'est que parfois, on parle de la même chose, mais on utilise des mots différents. Et un exemple peut être le recyclage. Le recyclage, c'est la transformation des déchets en matériaux secondaires. Parfois, on dit modèle d'affaires basé sur les déchets, modèle d'affaires des productions intelligentes, etc., etc., etc. Alors, quand on utilise des mots différents avec des significations parfois la même, et ce type de cohérence ici, c'est vraiment difficile de comparer les résultats et c'est vraiment difficile d'utiliser la connaissance qui a été déjà faite de manière cumulative pour contribuer à cette connaissance liée au modèle d'affaires circulaire. Alors, pour essayer de résoudre ces incohérences, nous avons développé un glossaire avec les 15 termes les plus courants. Nous n'avons pas seulement utilisé la définition la plus courante, mais aussi toutes ces petites choses qu'on doit prendre en compte pour essayer de diminuer les incohérences. Par exemple, avec les mots de réutilisation qui sont les plus courants. On utilise normalement les mots réutilisés quand on parle de l'utilisation d'un produit pour un autre client. Parfois, on utilise les mots resell en anglais comme synonyme, mais parfois pas. Mais parfois, il y a aussi des gens qui utilisent les mots réutilisation, mais ils parlent de réutilisation des matériaux et ça veut dire recyclage. Alors, toutes ces petites choses qui parfois peuvent créer une confusion très grande, nous avons essayé de les mettre dans cette glossaire ici. Et la troisième thématique, résultat thématique, c'est lié aux critères de classification. Bien sûr, quand on parle de classification, on doit connaître quels sont les critères qu'il y a derrière chaque classification. Dans la moitié des cas, les critères n'est pas clair. Alors, on voit qu'il n'y a pas de critères, qu'il y a un critère, mais il n'y a pas d'explication, qu'il y a un critère qui est partiel, qui explique seulement une petite partie de la classification. Alors, avec ça, c'est très difficile d'utiliser une classification qui a été déjà faite pour un autre chercheur. On a vu aussi qu'il y a 16 critères de classification différents qu'on a classifiés dans 5 groupes. Les premiers groupes, ils sont ces critères qui sont liés au modèle d'affaires traditionnel linéaire. Les deuxièmes, c'est lié à l'économie circulaire et les principes de l'économie circulaire. Après aussi à les étapes de vie des différents produits, à l'innovation et à la gouvernance. Ce qui est un petit peu choquant, c'est que même si on parle des modèles d'affaires circulaires, les critères les plus courants, ils sont les critères liés au modèle d'affaires linéaire.
c'est la littérature plus traditionnelle dans ces sujets. Alors, finalement, dans cet article, on a essayé de créer un modèle flexible, un modèle qui est basé sur la perspective post-classique de la théorie des classifications. Bref, ça veut dire que nous disons que toutes les classifications peuvent être bonnes classifications, toutes les classifications, ils sont légitimes, si ils sont simples, si ils sont exclusifs et s'ils sont exhaustifs. Il y a une partie de la littérature qui dit qu'est-ce que c'est une bonne classification, et nous disons que la manière de créer des bonnes classifications, c'est d'essayer d'identifier les bouts du classificateur, de n'utiliser pas des classes ou des types fixes, ça n'importe pas, ce qui importe c'est que les résultats sont utiles en fonction du bout du classificateur. Ça nous aide aussi dans un contexte comme l'économie circulaire qui change beaucoup à identifier ces contextes organisationnels, ces nuances industrielles et à nous adapter. Alors, on peut choisir les critères de manière itérative jusqu'on arrive à une classification qui est bonne pour nous, qui nous aide à simplifier la réalité et qui nous aide à classifier tous les objets qu'on veut classifier. Alors, dans cet article-ci, on a identifié les faiblesses des classifications qui existent maintenant, qui c'est le manque de connaissances ou d'utilisation de la théorie des classifications, l'utilisation des termes, des étiquettes avec des définitions qui ne sont pas claires et l'utilisation des critères des classifications qui sont aussi peu claires ou non bien définis. Nous avons proposé un glossaire criminologique pour essayer de clarifier les termes les plus couramment utilisés et un modèle de classification flexible centré sur les bouts du classificateur. Alors, maintenant qu'on connaît qu'est-ce que c'est un modèle d'affaires circulaire, les différents types qu'il existe, on a essayé de mettre un petit peu d'ordre à la diversité terminologique qui existe. Nous avons essayé d'étudier comment peuvent les entreprises faire la transition d'un modèle d'affaires linéaire à un modèle d'affaires circulaire. Les raisons d'être de cet article-ci, c'est que la connexion entre l'économie circulaire à niveau théorique et à niveau pratique, il est encore assez informel, il est encore mal défini. Alors, c'est vrai qu'on sait exactement qu'est-ce qu'une entreprise doit faire pour faire cette transformation. Et nous croyons que c'est aussi le but de la recherche académique de faire des contributions pratiques qui peuvent aider à cette transition. Nous avons choisi des entreprises qui ont déjà fait cette transition ou qui sont en train de faire cette transition. Pour faire ça, on a regardé les cas d'études de l'Ellen MacArthur Foundation. On a choisi 63 entreprises. Il y a des entreprises très variées. Nous avons des entreprises des secteurs différents, des tailles différentes, des pays différents. Alors, c'est un échantillon vraiment varié. Et nous avons collecté les données dans deux sources différentes. On a utilisé les cas d'études, bien sûr, mais nous avons aussi utilisé les sites web des entreprises. Ça veut dire que nous avons beaucoup de données. Parce que comme vous pouvez vous imaginer, il y a des entreprises, grandes entreprises, qui ont beaucoup d'informations sur ce qu'ils ont fait lié à l'économie circulaire. Pour analyser toutes ces données, nous avons proposé de faire un système, un processus de 3 étapes. La première, c'est d'utiliser la hiérarchie des déserts, de refuser, repenser, réduire, etc., jusqu'à le recyclage et la récupération de l'énergie pour identifier toutes les pratiques circulaires que ces entreprises ont fait. Alors, nous les avons classées selon 2 critères de classification. Le premier, c'est un critère circulaire, c'est la hiérarchie même. Et le deuxième, c'est un modèle plus traditionnel qui dit qu'un modèle d'affaires doit avoir 3 dimensions différentes. La première dimension a le but de proposer valeur pour le client. Le deuxième, c'est de créer les valeurs pour l'entreprise et finalement de capturer les valeurs. Alors, ces 3 dimensions, c'est une littérature qui est vraiment très utilisée et c'est un langage que les entreprises aussi, elles utilisent. Finalement, avec cette information, ce qu'on a fait, c'est de faire une analyse croisée et voir quelles sont les différences et la similarité qu'il y a entre chaque cas. Comme résultat, on a vu qu'il y a des stratégies circulaires, on peut aussi dire options de rétention des ressources qui sont beaucoup plus courantes que les autres, le recyclage, la réduction ou repensée.
repenser dans ces cas ici, ça veut dire l'implémentation d'économies fonctionnelles. On peut dire que ça, c'est pas vraiment courant, mais on doit se rappeler qu'ils sont des entreprises qui ont déjà travaillé avec l'économie circulaire et ils sont plus avancés que la majorité des entreprises, on peut dire. Aussi, il y a des autres stratégies qui ne sont pas assez courantes, comme la récupération de l'énergie dans la finale de vie d'un déchet. Nous avons identifié 46 pratiques managériales circulaires. Dans l'image, vous pouvez voir que nous les avons classées dans ces deux critères. Ici, il y a seulement un échantillon, ce bateau, mais nous avons vu ici qu'il y a des pratiques qui sont très courantes. Par exemple, utiliser des énergies renouvelables, c'est une chose que la moitié des entreprises les font déjà. Mais il y a des autres choses, comme par exemple créer une équipe qui a pour but de travailler seulement pour penser, implémenter des projets liés à l'économie circulaire. Il y a seulement une entreprise qui a une équipe comme ça. Alors, on voit aussi qu'il y a des choses qui sont plus courantes que les autres. De ces 36 pratiques managériales, il y a 16 que nous avons identifiées qui n'étaient pas identifiées auparavant. Nous l'avons identifié, nous croyons, grâce à l'échantillon diversifié que nous avons, mais aussi à l'utilisation de la hiérarchie des déserts qui est beaucoup plus holistique que si on utilise les 3 R de réduction, réutilisation et recyclage, par exemple. Et finalement, les différents modèles, différentes manières qu'une entreprise peut adopter l'économie circulaire. Nous avons identifié 5 manières différentes. Nous n'aurons pas le temps de parler de toutes ces manières maintenant, mais je veux simplement dire que nous avons pas seulement identifié les informations descriptives, quel type d'entreprise normalement utilise cette manière d'adopter l'économie circulaire, s'ils sont des startups, des grandes entreprises, s'ils travaillent dans une industrie ou une autre, si les clients, c'est un client particulier ou c'est une autre entreprise. Nous avons aussi identifié les pratiques les plus importantes pour réussir cette implémentation. Par exemple, quand on parle de Circular Enabler, la caractéristique principale, c'est que cette entreprise-là propose les valeurs avec des solutions, un produit ou un service, ou les deux choses, qui aident à ses clients à être plus circulaires. Mais on ne peut pas seulement faire ça. Il y a des autres pratiques à niveau création de valeur et à niveau capture de valeur qu'on doit mettre en place pour réussir. Et alors, ces interrelations qu'il y a ici sont très importantes pour réussir en la transformation des linéaires à circulaires. Alors, niveau contribution, c'est la proposition de ce processus de 3 étapes avec une combinaison de critères d'économie circulaire, mais aussi plus traditionnels, l'identification et la classification des 46 pratiques managériales, et finalement la proposition de ces 5 modèles pour innover un modèle d'affaires et les rendre plus circulaires. Et maintenant, je vais passer la parole à Yves pour expliquer les derniers articles. Merci Auriol et bravo pour ta présentation en français. Le dernier article donc s'intéresse à l'impact des pratiques d'économie circulaire sur la valeur économique des entreprises. Alors, le problème qu'on a identifié est le suivant, c'est qu'il y a pas beaucoup, commence à y avoir quelques articles qui essayent de mesurer l'impact des pratiques d'économie circulaire sur la performance économique et ou financière des entreprises. Cette littérature est très diversifiée, ça peut aller de l'étude de cas d'1 ou 3 entreprises, ça peut être des enquêtes par questionnaire, ou ça peut être essayer de trouver dans les rapports OSG des proxys de ce qui se rapprocherait de l'économie circulaire. Donc, on a une littérature très diversifiée, tant en termes de comment est-ce que je mesure la performance économique et financière et comment est-ce que je mesure la circularité. Alors, une autre caractéristique qu'on a observée, c'est que au fond, la Chine, la première, et l'Europe ensuite ont des politiques publiques qui visent à développer l'économie circulaire. Depuis 2015, en Europe, il y a un plan d'action circulaire, c'est plus ancien encore en Chine. Et par contre, aux États-Unis, à notre connaissance, il n'y a pas vraiment, jusqu'à présent, d'option politique claire en vue de
développer l'économie circulaire, même si peut-être que certaines initiatives de Joe Biden vont dans ce sens-là. Mais en tout cas, il n'y a pas vraiment une injonction, je dirais, des politiques publiques en vue de développer l'économie circulaire. Donc, c'est un terrain qui a aussi été assez peu utilisé. Et comme souvent, l'occasion fait le larron. Un de nos collègues disposait d'une base de données de quasiment 2000 rapports ESG sur des entreprises américaines. Et donc, on s'est dit, ben voilà, il y a deux gaps dans la littérature qu'on doit essayer de combler. Le fait qu'on a des résultats contrastés qui ne permettent pour l'instant de tirer aucune conclusion sur l'effet réel de l'économie circulaire sur la performance économique et financière des entreprises. Et d'autre part, on a un terrain où en fait il n'y a pas d'implication gouvernementale et donc où on est plutôt, si on prend un parallèle avec la recherche sur le reporting non financier, une approche volontaire versus une approche obligatoire. Et donc, dans ce papier, qu'est-ce qu'on a cherché à connaître? Mais d'une part, quelles sont les stratégies circulaires adoptées par les entreprises aux États-Unis en utilisant de nouveau le modèle, la hiérarchie des 10 R, hein, refuser, repenser, réduire, etc., que Auriol vient de mentionner. Et puis, est-ce qu'on peut avoir une mesure claire de la performance financière des entreprises quand elles adoptent des stratégies circulaires? Et puis, on est allé un peu plus en détail. Est-ce qu'il y a une stratégie, l'une ou l'autre stratégie circulaire parmi les 10 R qui serait plus susceptible de générer de la valeur pour l'entreprise? Donc, on a un échantillon de rapports ESG des entreprises américaines entre 2007 et 2020. Alors, donc, l'approche méthodologique est différente de celle que j'ai mentionnée jusqu'à présent, qu'on a trouvée dans la littérature. Donc, on a fait, en fait, une analyse de contenu basée sur un dictionnaire. Donc, on a constitué un dictionnaire, d'abord de façon très globale avec des mots comme circularité, économie circulaire, et puis on est entré dans les 10 R avec parfois un nom, un verbe, un nom, etc. Donc, on a constitué un dictionnaire assez large de termes qui renvoyaient à l'une ou l'autre pratique d'économie circulaire. Et donc, on a utilisé ce dictionnaire avec des méthodes statistiques que maîtrise Oui, j'ai oublié de préciser que c'est un article qui a une base d'auteur plus large que Auriol et moi, puisqu'il y a aussi un collègue, James Stewison, et une collègue américaine, Osgour, et finalement un autre doctorant, Sébastien, qui ont contribué à ce papier. Et donc, on a utilisé des méthodes de machine learning appliquées sur les rapports ESG basés sur un dictionnaire pour donc identifier euh, euh, chaque fois qu'un mot du dictionnaire apparaissait dans un rapport ESG. Et donc, dans notre analyse, c'est la variable indépendante. Et puis, comme valeur dépendante, on a la valeur de l'entreprise qu'on a mesurée en utilisant la valeur Q de Tobin, hein, le Tobin's Q, et le coût du capital. Et puis, il y a un ensemble de variables de contrôle, 16 portant sur différentes mesures relatives aux entreprises et 7 spécifiques au rapport ESG. Et donc, vous avez la belle équation ici en bas qui a été mise en œuvre pour tester notre hypothèse. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? De façon globale, si on regarde dans les rapports annuels, on voit qu'il y a une forte progression des termes d'économie circulaire dans les rapports ces dernières années. On peut d'ailleurs voir que ça commence juste après les accords de Paris, où on voit tout d'un coup, effectivement, que ces termes qui étaient pratiquement absents jusqu'en 2011 surgissent à partir de 2015 et on voit une croissance assez forte, en tout cas du terme économie circulaire dans les rapports ESG des États-Unis. Alors, une autre caractéristique de nos résultats, c'est qu'il y a de grandes différences en fonction de la stratégie circulaire spécifique mise en œuvre. Donc, dans la hiérarchie des 10 R, on a coutume de distinguer ce qu'on appelle le circuit court, le short loop, qui sont les stratégies circulaires qui sont les plus, entre guillemets, puissantes, au sens où elles donnent les meilleurs résultats en termes de circularité, c'est-à-dire
arrêter de faire une activité, repenser la manière dont on la fait et réduire la consommation de ressources. Et puis à l'autre extrême, il y a le circuit long, qui est le plus pauvre en termes de circularité, qu'on va utiliser quand les autres ne fonctionnent pas, le recyclage ou la récupération d'énergie. Et vous constatez évidemment que c'est cette stratégie-là qui est la plus souvent citée dans les rapports des entreprises américaines, sans surprise. Et puis, vous avez les stratégies intermédiaires de réutilisation, de réparation, de euh, remanufacturage, je ne sais pas si le terme existe en français, et de redéfinition Et vous voyez les résultats avec des moyennes, donc très clairement, c'est le recyclage qui vient largement en tête. Mais on constate que, et sans surprise non plus, que le deuxième thème le plus important, c'est reduce, enfin réduire la consommation de ressources. À noter évidemment que ces deux stratégies sont celles qui se traduisent le plus évidemment dans une réduction de coûts, ou éventuellement, dans le cas du recyclage, dans une augmentation des revenus, tandis que les autres stratégies, leur impact financier à court terme pourrait être négatif, hein, si on doit développer des activités de réparation, de remanufacturage, etc. Mais ça suppose à court terme des investissements. Si on modifie le modèle d'affaires et qu'on passe un modèle de vente à un modèle d'usage, là aussi, il y a des investissements importants au début et puis à terme peut-être des revenus supérieurs aux coûts. Donc, les résultats ne sont pas effectivement surprenants à ce stade. Alors, ce qu'on observe de façon globale, c'est que, donc, si on prend le résultat global des stratégies circulaires, donc si on prend l'ensemble, dans la totalité, on observe en fait une réduction de la valeur de l'entreprise suite à la mise en place de stratégies circulaires et, en conséquence, évidemment, une augmentation du coût du capital. Donc là, vous avez le tableau statistique avec les variables dépendantes, le Q de Tobin, le cost of capital, le cost of debt et le cost of equity. Et vous voyez que c'est pour la valeur de l'entreprise, donc le Tobin, c'est négatif et c'est significatif. Pour le coût de la dette et le coût du capital, c'est positif et pardon, le coût de la dette et le coût du capital, c'est positif et significatif. Le coût des fonds propres, lui, est négatif. Alors, si on va un peu plus loin dans l'analyse, on s'aperçoit que si on fait la distinction entre les trois types de stratégies, on voit qu'au niveau du short loop, la valeur de l'entreprise, ben, elle est relativement stable. Par contre, le coût du capital diminue. Euh, pour le circuit moyen, si je puis dire, la valeur de l'entreprise diminue, mais sans impact sur le coût du capital, ou en tout cas sans impact statistiquement significatif. Et le dernier résultat est plus surprenant. Enfin, on n'a pas encore tout à fait d'explication. Donc ça, si vous avez des suggestions, on voit que dans les activités de recyclage et de récupération, ça a un impact positif sur la valeur de l'entreprise, qui est significatif. Mais ça a aussi un impact significatif sur le coût du capital qui semble augmenter, alors que le coût des fonds propres diminue, mais de façon non significative. Et finalement, donc, pour conclure, on est à peu près dans les temps. Dans ce papier, donc, on a essayé de proposer une cartographie de la mise en œuvre des stratégies circulaires par les entreprises américaines. On a proposé, enfin montré des résultats détaillés de l'impact de l'économie circulaire sur la performance financière, éclairant les résultats contrastés précédents. Et c'est, à notre connaissance, la première étude sur l'impact économique de l'économie circulaire aux États-Unis. Exactement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on peut peut-être arrêter le partage d'écran. Comme ça, on voit nos interlocuteurs. Exact. Merci beaucoup, Petit Yves et W Oriol. ici, parce que sinon, les slides sont remplacés par nous, ce qui n'est peut-être pas ce qu'on souhaite. Merci, Yves et Oriol, pour la Voilà. présentation. Vous m'entendez? C'est bon? Est-ce qu'on Alors, m'entend? C'est bon, on t'entend, Marc. Ah, OK, parfait, merci. J'avais pas de feedback, là. Je me demandais si, Désolé.
Donc, on pourrait peut-être passer maintenant aux questions. Je pense qu'en fait, ça serait plus facile si c'était toi qui l'animais parce que mon écran est très petit ici. C'est Ça va être bon. beaucoup plus facile. Donc, je te laisse la parole pour la suite. Ben, j'ai pas de questions dans le chat, mais peut-être que des gens sur place. Ben, Daniel, on va commencer tout de suite avec toi. Oui, bonjour. Donc, Daniel Normandin, je suis le directeur du CERIEC qui est le directeur exécutif du réseau de recherche en économie circulaire du Québec. Donc, enchanté de vous connaître. Ma question, en fait, est-ce que dans votre typologie, vous avez pris en compte les nouvelles normes ISO sur l'économie circulaire? Parce que les normes, en fait, définissent aussi un certain jargon, si vous voulez, un certain glossaire. Elles sont assez récentes, là. Elles ont été diffusées il y a moins d'un mois. Et je me demandais si vous aviez pris en note, en fait, cette classification. Je Non, pense que les ce sera normes utile ISO de le servent un faire. peu à faire le consensus hein, sur les différentes définitions, les différentes terminologies, si on veut, liées à l'économie circulaire. Non, effectivement, on n'a pas tenu compte de ça. On a regardé au niveau du standard européen de la CSRD qui est consacré à l'économie circulaire, mais il n'y a pas vraiment de définition très claire. Mais on va regarder ça. Merci beaucoup pour votre commentaire. Ce sera sûrement très utile. On les a achetés, mais on les a pas encore reçus, en fait. C'est la bibliothèque ici à l'École de technologie supérieure qui les a commandés. Donc, on n'a pas, j'avoue que j'ai pas eu Ah, la chance. d'accord, elles existent, mais vous ne les avez pas encore vues. Oui, exactement. On peut avoir des captures d'écran, en fait, sur le site de ISO, là. Si vous tapez sur le site de ISO, économie circulaire, et vous allez avoir les différentes normes, là, qui sont sorties, là, mais on n'a pas encore eu accès. Donc, mais je sais qu'il y a eu un travail de définition que je pense qui pourrait enrichir votre travail. Mon deuxième point, en fait, c'était sur les résultats obtenus avec les entreprises américaines. Est-ce que, bon, évidemment, le coût économique des ressources, en fait, c'est le coût direct, là, en fait, que les entreprises paient. Le coût environnemental et social n'est pas inclus, n'est pas internalisé dans le coût des ressources. Est-ce Non. que le portrait aurait changé si on incluait justement les externalités environnementales et sociales dans le coût en question? Oui, effectivement, c'est basé sur les rapports G, les rapports financiers, et toutes les mesures financières sont basées sur les rapports financiers et les mesures financières classiques. Ouais. Donc, effectivement, on n'a pas d'informations sur les coûts environnementaux et sociaux qui sont induits par leur politique, effectivement. Et ça pourrait effectivement modifier la donne. Je crois que ça, c'était effectivement une bonne. Mais il y a. Alors, moi, je ne sais pas du côté des entreprises américaines. En Europe, il y a vraiment très peu d'entreprises qui aujourd'hui présentent un compte de résultat qui tient compte des coûts environnementaux. Je crois qu'il y a Kering, Puma qui ont effectivement présenté un compte de résultat qui intègre les coûts environnementaux de leur activité. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples dans ce cas-là, et en particulier pour les entreprises américaines, je n'en ai pas, peut-être des entreprises comme Patagonia, mais qui ne sont pas cotées. Donc effectivement, c'est un échantillon d'entreprises cotées qu'on a Hum. utilisé, hein. Mais je pense que ça peut expliquer peut-être justement en partie les résultats, c'est-à-dire la non-inclusion des externalités Oui, négatives influence malheureusement négativement, je dirais, les, oui, oui, tout à fait. les résultats. Ouais, Parce ouais. qu'en principe, on devrait s'attendre à l'inverse Ouais, de vos ouais. résultats. Mais Oui, c'est vrai que notre attente, c'était l'inverse des oui, résultats. oui, oui, tout à fait. Oui. Mais c'est vrai que c'est une piste d'explication intéressante, oui, tout à Ouais. fait. Ben, merci beaucoup. Puis bravo, Ariel, pour la qualité du français. C'est vraiment exceptionnel. Ouais. Merci. On va continuer peut-être avec une question d'Emmanuel Rofflet. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation très intéressante. Moi, j'ai je serais curieux d'avoir le terme glossaire en question. Donc, si vous pouvez le partager, ce serait fantastique. Même si je sais que le papier est probablement en évaluation, donc il y a peut-être des enjeux de confidentialité à ce niveau-là. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est par rapport au lien entre adoption de stratégies d'économie circulaire et performance de l'entreprise. Puis là, moi, j'ai étudié la responsabilité sociale des entreprises pendant des années, et puis et puis il y a plein. C'est la quête de la quête de la des liens de causalité ou juste de co-incidentalité entre performance financière et puis performance Ouais. sociale.
a été l'objet de maints articles qui, puis grosso modo, après avoir fait le tour du champ dans tous les côtés, on n'arrive pas à conclure. Et j'ai peur que la quête de la même chose, la quête des liens entre adoption de stratégies circulaires et puis performance économique de l'entreprise ou performance financière telle qu'elle est définie, aboutissent à la même chose. Et puis, j'ai peur que ce soit encore plus difficile que pour la responsabilité sociale et pour plusieurs raisons. Parce que vous avez mentionné par rapport à la méthodologie que là, c'était la présence, par exemple, des termes liés à la circularité qui déterminaient s'il y avait la présence d'une ou plusieurs stratégies de circularité. Puis en fait, si on prend des grandes entreprises cotées en bourse, il peut arriver que le mot circulaire soit mentionné de façon très anecdotique, mais que ça représente 0,1% ou 5% ou 10% des modèles d'affaires en question mobilisés par l'entreprise. Donc là, j'ai peur que on conclue qu'il y a une surattribution ou une sous-attribution liée à l'adoption de stratégies circulaires. Donc, c'est ça ma préoccupation, c'est celle-ci. Donc, c'est pour ça, moi, donc, je vous trouve très courageux d'avoir fait ce travail. Puis, méthodologiquement, ça me semble très sain. Mais en même temps, j'ai peur que qu'on n'arrive pas à des conclusions. Donc, voilà, je voulais juste partager ce doute. En fait, si je peux dire, quand on parle dans cet article-ci, on utilise le concept d'emphasis on circular economy. Et ça, il y a aussi un débat, on l'a mis dans la limitation, que c'est peut-être qu'il y a des entreprises qui font beaucoup d'emphasis sur l'économie circulaire, précisément parce qu'ils ne font pas beaucoup de choses circulaires. Alors, ça, c'est un débat qui c'est difficile à résoudre pour savoir exactement que c'est ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils mettent en place ou ce qu'ils utilisent simplement pour gagner un petit peu de légitimité avec les investisseurs. Ouais. Donc moi, probablement, je serais aussi curieux de lire, autant curieux de lire les résultats je serais plus curieux de lire la discussion autour de vos résultats avec toutes les nuances et les limites et puis les Ouais. pistes de recherche futures que vos résultats en tant que tels, parce que voilà, c'était mon point, parce que je serais plus intéressé de voir l'essai autour des résultats que les résultats en tant que tels. Voilà. Mais bravo, en tout cas, c'est très courageux et puis vous avez fait ça de façon très méthodique aussi. Merci, Merci beaucoup pour Emmanuel. ce commentaire très précieux. Je crois qu'il va nous aider à alimenter la discussion en fin d'article. Et je crois que le point que vous le soulevez est tout à fait pertinent, hein. J'ai moi-même aussi beaucoup regardé la littérature RSE, performance financière, avec des résultats dans tous les sens. Et pour l'instant, c'est le même état pour l'économie circulaire. Donc, on a essayé une piste, mais c'est vrai qu'elle est pleine de limitations, comme vous venez de le enfin un de nos co-auteurs est spécialiste de l'analyse de texte et de l'analyse de sentiments dans les rapports annuels. Donc, on utilise son expertise. C'est pour ça qu'il y a toute une série de variables de contrôle qui ont été mises en place sur l'emphase, le fait qu'on utilise plus des mots positifs que des mots négatifs, etc. Donc, il y a toute une technique que ce collègue maîtrise mieux que moi, qui essaye de limiter les risques, mais je suis tout à fait d'accord qu'il est très présent dans ce type d'études. Merci. On aurait une question de Dany Fortin. Dany, est-ce que si vous êtes avec nous, est-ce que vous souhaitez poser la question peut-être de vive voix? Sinon, je peux la poser moi-même. C'est une question assez technique, je dirais. La fluctuation du coût en capital et la valeur de l'entreprise sont calculées sur quelle période de temps? C'est une question. Je devrais parler avec mon collègue Sébastien sur ça, parce que c'est un débat que nous avons eux, et c'est pas exactement quel était les résultats finaux. C'est que nous avons donné de 2007 à 2020, mais la variable, les calculs que nous avons faits, c'est pas exactement quelle était l'année. Je crois qu'il était une année plus, mais je devrais le demander avec Sébastien, qui est la personne qui est plus experte avec ce type d'analyse statistique. Je Parfait. pense que c'est des périodes annuelles sur lesquelles J'ai c'est pas aussi, calculé. ouais. C'est la variation d'une année à l'autre. Oui. On a une question ensuite d'Anaël Nedelec. Anaël, si vous êtes encore avec nous et que vous le souhaitez, est-ce que vous souhaitez poser votre question de vive voix? Je vais le faire moi-même. Oui, je Ouais, peux. parfait. Ouais, ben,
c'est parce qu'il y a un peu de bruit à côté, mais oui, je me demandais, dans toutes les stratégies donc d'économie circulaire, si on avait une à adopter en première, enfin, par laquelle on pouvait utiliser l'argument, oh, c'est la plus économique, si vous faites ça, vous allez dans le bon sens et c'est bon pour votre entreprise, laquelle on devrait utiliser pour amener plus facilement les entreprises aujourd'hui complètement linéaires à commencer un peu ce chemin circulaire. Que vous avez quand même montré qui est dépôt capital et tout, mais ça, s'il y en avait une parmi toutes celles que vous avez identifiées. Je pense que la première, c'est réduire. C'est celle où je dirais, les paramètres environnementaux et économiques s'ajustent, hein, puisque en réduisant la consommation de ressources, on réduit l'empreinte sur l'environnement et en même temps, on réduit le coût de production. Je prends un exemple, AB InBev, qui n'est peut-être pas le modèle d'entreprise vertueuse, en diminuant la quantité d'eau nécessaire à fabriquer un litre de bière, à la fois elle a un effet positif sur une des problématiques majeures d'aujourd'hui, qui est la rareté de l'eau, et en même temps elle réduit son coût de production. Donc je crois que cette stratégie-là, elle est ce qu'on appelle en anglais je ne sais pas comment on traduit ça en français d'ailleurs, le low hanging fruit. Donc c'est celle qui sans doute a priori est la première à mettre en œuvre si on veut améliorer la performance financière. Je ne sais pas, Aurélien, si tu Oui, partages, j'ai écrit la même, c'est la réduction. suivi du recyclage sans doute. Oui, et après les recyclages. Les recyclages, c'est aussi facile à implémenter, simplement parce que c'est une chose qu'on vient de faire, même avec des modèles linéaires. On peut acheter des produits qui sont recyclés, on peut aussi mettre en place des systèmes pour les recyclages. Mais à niveau environnemental, les recyclages, c'est pas une des mieux, à niveau théorique, bien sûr, mais c'est pas une des meilleures alternatives. Alors, la réduction, c'est beaucoup mieux. Et avant que la réduction, il y a aussi comment dire, Refuser, refuser l'utilisation des matériaux. Et c'est une chose qu'on fait aussi. Le problème avec refuser, c'est que parfois les entreprises ne communiquent pas ce qu'ils n'utilisent pas. Alors, c'est difficile de savoir l'impact. On les voit seulement avec ces produits qui sont critiques, aussi, des matériaux rares, par exemple, ou qui peut avoir c'est un coût à niveau marketing, non? S'il y a une entreprise qui utilise un matériau qui est vraiment négatif à niveau social ou environnemental, après, on peut communiquer qu'on ne l'utilise pas, mais ça veut dire qu'avant, l'entreprise l'utilisait. Alors, la refuser, c'est une chose qui est difficile aussi à bien connaître. capter, ouais, bien sûr. Merci pour vos réponses. Daniel, peut-être? Oui. Je me demandais si dans votre étude, vous aviez distingué de façon précise l'économie de fonctionnalité comme stratégie d'entreprise, c'est-à-dire, en fait, c'est un peu distinct de product as a service dans la mesure où économie de fonctionnalité, l'entreprise manufacturière demeure propriétaire de son produit et en vend l'usage. Il y a une boucle en circuit fermé, si vous voulez, avec l'entreprise manufacturière. Et ça combine en fait un certain nombre de stratégies, évidemment l'éco-conception pour la circularité, le refurbishing, bon, évidemment en bout de piste, le recyclage des composantes lorsque le produit n'est plus fonctionnel. Mais est-ce que vous l'avez étudié de façon précise en fait dans le cadre de votre étude? Et si oui, est-ce que ça a donné des résultats intéressants? Parce que bon, il y a plusieurs chercheurs qui prétendent que dans un monde circulaire, en fait, dans une économie largement circulaire, là, où la circularité serait dominante par rapport à la linéarité, le modèle d'économie de fonctionnalité, c'est sans doute un des modèles le plus utilisé, en fait, au niveau des entreprises. Alors, je me demandais si vous aviez porté une attention particulière à ça. En fait, nous partageons les résultats avec les trois circuits courts, moyens et longs parce que quand on essaie de voir les résultats exacts avec les différents arts, parfois on n'a pas suffisamment d'informations pour voir l'impact dans les coûts de capital et les coûts et les firm value. Dans le deuxième article, on a identifié un modèle d'implémentation qui s'est lié à l'économie fonctionnelle et on avoue que pour la faire d'une manière, pour réussir à l'implémenter, il est très important aussi de le combiner avec les remanufactures des components et aussi avec la réparation et mettre en place tous ces systèmes de logistique inverse qu'on doit mettre en place. Absolument. Mais à niveau, dans les derniers articles, on n'a pas pu
avoir plus d'informations avec... Oui, c'est-à-dire, on a identifié ça comme une des transformations de l'économie linéaire vers l'économie circulaire, qui est effectivement de développer plus l'économie de la fonctionnalité avec l'usage accompagné de réparation, de possibilités de refurbishing, etc. Et ça, c'est un des patterns, je ne sais plus comment on traduit, euh, qu'on a identifié dans le passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Oui, c'est certainement. D'accord. Et Merci. en fait, là, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a, il y a deux chemins. Le premier, c'est les startups qui, dès le départ, dans leur business model, fonctionnent de cette manière-là. Et puis, les entreprises existantes qui doivent transformer leur modèle et c'est beaucoup plus difficile, en fait. Alors, c'est plus facile pour les grosses boîtes qui ont le cash nécessaire pour financer la transformation du modèle. C'est beaucoup plus compliqué pour les PME parce que la phase de passage d'un modèle de vente à un modèle d'usage suppose des investissements, enfin, Ouais. réduction des cash flows à l'entrée, gros investissements, et donc il faut les reins financiers solides. Donc là se Mhm. pose le problème du financement de la transformation. Donc ça, c'est une difficulté qui est apparue. Absolument. Non, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, bon, quand on cite des exemples d'entreprises multinationales qui ont passé en partie à l'économie de fonctionnalité, on nomme toujours Michelin, entre autres, mais bon, il y a d'autres exemples, là, mais c'est l'exemple qui revient le plus souvent. Les petites entreprises ont effectivement plus de difficultés à passer à l'acte avec cette Ouais. stratégie, naturellement. Ouais. Parfait. Ben, écoutez, je pense qu'on a écoulé le stock de questions. On a quand même eu quelques-unes. Merci beaucoup, Auriol Izquierdo-Montfort et Yves Deranger pour votre participation à ce webinaire avec nous aujourd'hui. C'était vraiment intéressant de voir vos résultats de recherche. C'est donc le dernier webinaire de la saison pour le REC. On vous retrouve à l'automne avec de nouveaux beaux webinaires. Bonne journée, bon lunch à tous. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, revoir. bonne Merci journée. d'avoir donné l'occasion de présenter vos travaux et bon lunch alors. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup, Yves et Merci. Auriol. Merci.